Alors, bienvenue à tous dans ce premier webinaire sur la santé-environnement au CHU de Nantes. On le lance à l'occasion des Semaines européennes du développement durable qui ont commencé hier et qui durent jusqu'au 9 octobre. Il nous a semblé que c'était le bon moment pour se jeter à l'eau, si j'ose dire, sur ce nouveau format de webinaire qui, on l'espère, vous plaira. Quand je dis nous, de qui est-ce que je parle? Il s'agit des membres du comité développement durable, le comité de pilotage développement durable du CHU. C'est une instance qui réunit des professionnels d'un peu tous les horizons au CHU, des services de soins, des services techniques, des services administratifs, de l'ensemble des sites du CHU. Et on est chargé par la direction générale et puis le président CME de promouvoir et d'accompagner la transition écologique, du CHU. Et comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans le cadre du projet d'établissement 2024-2028, puisqu'on a, un volet de ce projet d'établissement, sur le développement durable et l'éco-responsabilité du CHU. Pour ceux qui ne connaissent pas, le projet d'établissement, c'est la stratégie du CHU, à la fois sa stratégie médicale, soignante, sa responsabilité aussi sociale, qui est, développée avec, toutes les actions qu'on souhaite entreprendre sur les 5 prochaines années. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a travaillé et on a réfléchi à des actions concrètes pour, engager davantage le CHU, dans la transition écologique, avec un certain nombre d'ateliers, de rencontres. On a identifié 37 grandes actions, à débuter ou à réaliser sur ces 5 prochaines années pour amplifier les projets déjà engagés. Parce qu'on sait qu'on n'est pas vous ne nous avez pas attendus, hein, pour commencer à travailler sur, le développement durable. On est là pour mettre en lumière, ce qui existe déjà, vous mettre en lien les uns avec les autres pour mieux essaimer, à partir, des bonnes idées qui émergent sur le terrain et puis accompagner et faciliter le pilotage et les arbitrages pour vraiment faire avancer la transition écologique, au CHU. C'est particulièrement important, c'est comme vous le savez sûrement, la santé, c'est 8 des gaz à effet de serre émis, au niveau de la France et on sait que l'hôpital, c'est plus de la moitié de ces émissions, c'est pas rien et puis le CHU, c'est une grosse structure, on est nombreux, donc on a un rayonnement important, mais aussi un impact important. Par exemple, pour illustrer ce que je vous dis en quelques chiffres, sur, une année, comme l'année 2022, on a généré 166 tonnes, de déchets, de biodéchets. On a utilisé 43 millions dispositifs médicaux stériles, à la pharmacie. On a, utilisé plus de 50 000 litres de détergent ou plus de 300 000, mètres cubes d'eau. Donc on voit bien qu'on a un vrai impact, à travers nos actions du quotidien, chacun à notre niveau et puis, collectivement. Donc c'est vraiment important, d'avancer, et d'agir et donc, on souhaite à travers, ce nouveau, format de séminaire, valoriser et partager les expertises parce qu'il y a des gens qui sont et qui sont experts dans certains, domaines du développement durable, au CHU. Donc leur donner la parole, pour transmettre leur savoir, valoriser les secteurs qui ont déjà engagé une démarche, et vous mettre, en lien. Et donc on a trouvé que ce format de webinaire était une bonne manière, de le faire. Pour initier, ce format avec ce webinaire introductif sur la santé-environnement, on s'est dit que c'était intéressant de travailler ensemble avec le hall santé et c'est, David Boels, que j'accueille aujourd'hui, qui est pharmacien en santé publique, au hall santé. Donc, qu'est-ce que c'est que le hall santé? C'est un espace collaboratif qui est ouvert en 2021 au CHU et qui est ouvert à tous les professionnels et tous les acteurs du GHT pour travailler autour de la prévention et la promotion de la santé et notamment la santé environnementale avec 5 ambitions. Accompagner, sensibiliser et former, innover, capitaliser sur les actions prometteuses et collaborer. Donc on voit qu'on est en plein dans la thématique développement durable aussi. C'est pour ça qu'on commence avec vous.
Je vais vous laisser la parole, David, pour revenir donc sur les fondamentaux, vous l'aurez compris, de la santé environnement. Merci Ségolène pour cette introduction, puis pour m'accueillir pour ce premier webinaire, donc lancer cette série de webinaires qui j'espère sera extrêmement enrichissante pour chacun d'entre vous et vous permettra de passer à l'action ou de poursuivre les actions que vous avez déjà engagées. Et donc on va essayer au travers de ce premier webinaire finalement de réfléchir ensemble, de mieux comprendre pourquoi l'hôpital doit s'engager en fait dans cette transition écologique et pourquoi on peut parler de santé durable, quels sont les liens entre l'environnement et la santé et, euh, et quel est l'impact du système de santé effectivement sur l'environnement. Et donc je complète les données que vous proposez, Ségolène, en introduction, avec quelques chiffres du secteur de santé. Hein. Donc, on vous évoquait 8% des gaz à effet de serre pour le système de santé. C'est environ 2% de la consommation nationale sur le plan de l'énergie. Euh, c'est un secteur d'achat public extrêmement important, générateur effectivement de déchets, de biodéchets, de différents types de déchets. On est également un secteur qui utilise de nombreuses ressources et notamment l'eau. Hein, quand on sait qu'un habitant moyen en France consomme autour de 150 litres d'eau par jour par son mode de vie. Un patient à l'hôpital, c'est entre 400 et 1200 litres d'eau par jour en fonction du secteur. Et puis, bien évidemment, on a aussi les enjeux de transport, les repas, puisque c'est le secteur qui propose le plus grand nombre de repas. C'est la plus grande cantine de France, hein, le secteur de la santé. Et puis, on verra au travers de quelques éléments qu'il y a des enjeux autour du médicament, autour du soin, et bien sûr autour aussi du numérique, puisque les chiffres projettent une multiplication du nombre de data qui vont circuler par rapport aux évolutions techniques et l'arrivée notamment de l'IA, entre autres, en santé. Alors, pourquoi parler de santé durable? C'est très très loin d'être nouveau, hein, puisque déjà en moins 460 avant Jésus-Christ, on avait notre cher Hippocrate qui nous parlait du fait de guérir un patient. Et bien pour ça, il fallait prendre en considération les influences de son environnement quotidien. Et puis, évidemment, cette idée a évolué et je dirais c'est modernisé, c'est amélioré sur le plan de la pensée scientifique pour arriver au début des années 2000 à une notion qu'on appelle l'exposome qui montre finalement que nous sommes exposés depuis notre conception jusqu'à la fin de notre vie à un ensemble de facteurs environnementaux avec un certain nombre de facteurs sur lesquels on va pouvoir avoir une influence sur notre alimentation, notre sommeil, notre activité physique, le fait de consommer ou non du tabac, notre alimentation de manière un peu générale, et puis un ensemble de facteurs sur lesquels on a moins d'impact à l'échelle individuelle, mais plutôt à des échelles collectives. Et là, c'est l'environnement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le climat de la région où on réside, notre environnement proche, avec la présence d'espaces verts, est-ce qu'on est en milieu urbain, quelle est la densité de trafic. Et on sait que finalement, tout cet environnement va générer un ensemble de facteurs physiques, chimiques, biologiques, qui vont interagir avec notre environnement interne et donc pouvoir aussi le modifier, notamment au niveau de notre génome et de notre expression génétique, au niveau de notre métabolisme. Et tout ça, ça va conduire au fait qu'on soit en bonne santé ou au fait de développer un certain nombre de pathologies. Et puis dans cette idée encore plus globalisante, on a tous entendu parler aujourd'hui de ce concept une seule santé qui est vraiment une approche beaucoup plus systémique et qui montre l'interaction forte entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, et donc de manière plus globale, la santé de notre planète. Alors on pourrait dire quelque part que l'objectif vers lequel on tend, c'est un esprit sain dans un corps sain et qu'on le complète aujourd'hui par
le fait d'être dans un milieu de vie et un environnement sain et sur une planète qui est en bonne santé. Alors, pour arriver à cet objectif, évidemment, on va faire face à des défis qui sont majeurs sur le plan écologique. Je vous en ai cité que quelques-uns, mais bien sûr, on a une dépendance aux énergies fossiles qui est conséquente aujourd'hui, puisque la majorité de nos énergies dépendent encore du charbon, du pétrole et du gaz. Et face également à un essor démographique qui se poursuit, et donc qui nous donne des projections avec un dépassement de plus de 10 milliards d'habitants sur notre planète avant la fin du siècle. Et enfin, un enjeu dont on parle peut-être moins souvent, mais qui est assez euh, conséquent, c'est notre empreinte écologique. Et depuis 2020, on considère que la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble de la masse du vivant, a été dépassée par la masse anthropique, c'est-à-dire celle que l'homme a produite au travers de ses routes, de ses bâtiments, de ses constructions, de ses technologies, des plastiques, etc. Tout ça, ça conduit à un environnement qui est plutôt dégradé. Et donc, on a des scientifiques qui ont travaillé à l'université de Stockholm et qui ont proposé finalement 9 limites pour la planète. Quelque part, ces 9 limites, c'est 9 fonctions vitales pour la planète pour s'assurer qu'elle est en bonne santé. Et donc, l'idée est que ces limites ne soient pas dépassées. Alors, je vais être un petit peu pessimiste aujourd'hui. On a déjà 6 limites qui sont dépassées parmi ces 9. Et on va, par rapport à nos enjeux de santé durable dans nos établissements, faire un focus sur 3, dont 2 sont très intriqués, le climat et la pollution qui est très associée à la biodiversité. Alors, en parlant de climat, je vous ai mis quelques éléments de contexte. Donc, vous avez sur le graphique du bas à gauche les projections du GIEC, donc, qui est le groupement qui réfléchit donc, à l'évolution du climat. Et donc, sur ces données scientifiques, il y a plusieurs scénarios. Le scénario pessimiste, c'est le scénario en rouge, c'est celui pour lequel on ne change rien. Donc, c'est la trajectoire que nous prenons actuellement et qui nous emmène vers une augmentation autour de 2100 de plus 5 degrés. L'objectif aujourd'hui, vous entendez souvent parler de plus 1,5, 2 degrés, c'est le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire celui sur lequel il y a un engagement qui est très important. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des enjeux évidemment mondiaux, mais aussi locaux. Je vous ai mis sur le graphique du haut à gauche les températures au sein de notre région des Pays de la Loire. Et donc, il existe un GIEC à l'échelle régionale et qui vous montre en fait qu'on a pris comme référence les 30 années entre 1960 et 1990 comme une référence des températures. Et on voit qu'on avait une bascule entre des années plus chaudes et des années un peu plus froides par rapport à la moyenne. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et on voit qu'à partir de 90, on bascule quasiment tous les ans sur des moyennes de température annuelles qui dépassent donc cette moyenne pour être aujourd'hui autour de plus 1,5 degré. Donc on est déjà dans cette augmentation de température. Alors une augmentation de température moyenne, on peut trouver ça plutôt sympa. Le problème, c'est que c'est une moyenne et quand on va donc euh, avoir des pics de chaleur, par exemple, on va se retrouver avec des températures extrêmes. Et on va avoir des climats extrêmes avec des impacts sur la pluviométrie. Et tout ça, ça conduit à un ensemble de phénomènes qui peuvent être les pollutions à l'ozone, la sécheresse, des inondations, des incendies, des vagues de chaleur, etc., etc. Et on comprend donc que ça peut avoir un impact important sur la santé. Sur ce graphique de l'Organisation mondiale de la santé, et finalement, l'OMS reconnaît le climat comme étant la plus grande menace pour la santé humaine aujourd'hui. Et effectivement, elle va d'autant plus impacter des populations vulnérables et elle va donc avoir un impact sur un certain nombre de risques en santé. Et j'en cite quelques-uns autour des zoonoses, autour des maladies vectorielles comme la dengue,
et également sur des pathologies respiratoires, cardiaques, également sur la santé mentale. Bref, tout ça, ça va peser fortement sur la santé des populations et donc peser fortement sur le système de santé lui-même. Et donc ce système de santé, pour ne pas se retrouver débordé, eh bien, il y a une notion qui se dégage fortement. On a été pendant très longtemps sur des indices de performance et aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est vraiment un objectif de robustesse, c'est-à-dire que les systèmes de santé réussissent à être résilients. Et pour être résilient, il va falloir anticiper et anticiper notamment sur deux secteurs essentiels, l'atténuation, c'est-à-dire de réduire finalement notre impact et donc d'être plutôt dans le scénario optimiste et de s'adapter, puisque de toute façon, avec l'inertie, on sait très bien qu'il va y avoir ces changements qui arrivent malgré tout. Effectivement, sur cet impact de 2003 avec un nombre de décès donc liés à cette canicule, hein, et on sait donc l'augmentation de 1 degré de température correspond à plus de 3% d'augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Et on voit très bien sur ce schéma de Météo France avec des projections que 2003 est entouré en rouge. Et dans les projections, les canicules seront de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et de plus en plus longues dans la durée, avec des canicules qui sont qu'on projette pouvant durer jusqu'à 2 mois. En Loire-Atlantique, alors je sais bien que cette année, nous sommes dans une poche de froid et que c'est un argument qui ne fonctionne pas très bien sur le fait de parler de réchauffement climatique, mais on n'a pas besoin de remonter très loin. En 2022, on avait 22 jours de canicule contre 4 seulement en 2003 sur cette fameuse année caniculaire. Et également, en Loire-Atlantique et à Nantes plus spécifiquement, on a montré en 2019 que la vague de chaleur avait produit une augmentation de 15% des admissions pour infarctus du myocarde à Nantes. Alors, on a parlé de réchauffement climatique. Très rapidement, l'autre enjeu, la pollution. La pollution, elle est responsable à l'échelle européenne de plus de 1,4 million de décès prématurés par an, soit environ 15% des décès. Et elle est responsable de l'augmentation d'un certain nombre de pathologies chroniques et de maladies comme les cancers, les maladies neurodégénératives et l'incidence des diabètes. Alors, pour prendre l'exemple de la pollution de l'air, on sait aujourd'hui que la pollution de l'air, elle est responsable de pathologies respiratoires, de pathologies cardiovasculaires avec une augmentation du risque d'infarctus, également une augmentation des risques d'accidents vasculaires cérébraux. Et on estime en France à plus de 40 000 le nombre de patients qui décèdent liés à la pollution atmosphérique. Et en Loire-Atlantique, par exemple, lors de pics de pollution, on peut observer une augmentation des admissions pour asthme et maladies respiratoires de plus de 40% sur notre métropole. Alors, on parle de pollution de l'air en pensant à la pollution atmosphérique, évidemment, et il y a l'enjeu de la qualité de l'air intérieur. Et ce n'est pas parce qu'on va être à l'intérieur qu'on va être protégé, bien au contraire. On estime que l'air est pollué jusqu'à 5 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Or, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps, que ce soit à notre domicile ou dans notre environnement de travail. Et donc là, il y a des enjeux autour de cette qualité de l'air, que ce soit en termes de ventilation, en termes d'usage, en termes de chimie qu'on va utiliser dans ces milieux. Et donc, il y a un travail extrêmement important sur ce point-là. Et puis, j'ai mis cette diapo, non pas pour être dans un effet de catastrophisme, mais la pollution chimique, il y en a absolument partout, nous vivons, et c'était une biologiste, Rachel Carson, dès les années 60, disait, nous sommes à une période de l'humanité où nous allons vivre depuis notre conception jusqu'à la fin de notre vie dans un milieu chimique. Et effectivement, aujourd'hui, la chimie, elle se trouve dans tous les environnements, elle est dans l'air, elle est dans l'eau, elle est dans les sols. Et aujourd'hui, les travaux, les recherches médicales, les publications dans des revues de très haut niveau
montrent des liens entre ces différents polluants et des pathologies et des problèmes de santé. On peut citer aujourd'hui les microplastiques qui sont au début des travaux et des liens avec la santé, mais on sait déjà qu'il y a des impacts sur des pathologies cardiovasculaires, des pathologies neurodégénératives. On a des papiers de plus en plus nombreux sur l'impact qui est lié à notre exposition aux résidus médicamenteux. Également, tous les liens entre les pathologies, notamment professionnelles, et l'exposition à de la chimie, et notamment la chimie qui est liée par exemple, à l'hygiène des locaux. Tous les liens avec les expositions aux métaux lourds, et ces métaux lourds, on les retrouve aujourd'hui dans énormément de technologies dans notre environnement. Et puis des enjeux qui ne sont pas que des enjeux hospitaliers, bien évidemment, tels que les perturbateurs endocriniens, les pesticides, et de manière plus générale, on parle de polluants organiques persistants, c'est-à-dire des polluants qui vont rester très longtemps dans l'environnement, même des années, des décennies après leur interdiction, et auxquels on va pouvoir être exposé. Et c'est toute la problématique, par exemple, des perfluoroalkylés, dont on a entendu pas mal parler dans la région Rhône-Alpes, avec des contaminations de l'environnement des habitants. Alors, quel levier pour agir face à tous ces constats? Eh bien, on a une boussole déjà, c'est de se dire que cette santé durable, finalement, c'est d'intégrer les piliers du développement durable dans le secteur de la santé. Alors, c'est quoi ces piliers du développement durable? Il y en a 3. Ce sont les piliers environnementaux, sociaux et économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que socialement, il faut que cette action soit équitable et vivable. Il faut que sur le plan environnemental, elle soit vivable et viable, c'est-à-dire soutenable. Et puis sur le plan économique, il faut également qu'elle soit équitable et viable ou soutenable. Et c'est tous ces éléments qui nous permettent de nous dire qu'on est sur une action de type développement durable. Alors aujourd'hui, face aux nombreux constats, on a une mobilisation qui est quand même sans précédent sur ces enjeux de transition écologique. Et on commence à voir apparaître de nombreuses orientations nationales. On a eu déjà, via le ministère de la Santé et de la Prévention, la définition d'une feuille de route de planification écologique pour le système de santé. Vous voyez que c'est récent, 2023. Et puis, en 2023, eh bien, ça a été extrêmement riche en termes de référentiel d'engagement au niveau national. On a eu celui des CHU via le pacte de transition écologique dans le cadre de la conférence des CHU. On a la Fédération hospitalière de France qui a fait une proposition, qui a fait 50 propositions pour soutenir cette transition écologique dans les établissements de santé. Et puis on a la Haute Autorité de Santé aujourd'hui qui s'engage déjà à titre personnel dans ses actions, mais également qui inscrit un certain nombre de critères liés à ces questions de santé environnementale dans les référentiels de certification de nos établissements de santé. Alors au CHU, évidemment, il y a plein d'exemples et comme vous indiquait Ségolène, vous ne nous avez pas attendu pour commencer à agir. Mais l'idée était de dire qu'aujourd'hui, il y a une structuration qui se met en place avec à la fois un enjeu autour de la formation et de la sensibilisation des équipes sur ces questions de santé durable. Et bien sûr, il faut qu'elle soit appuyée et accompagnée par une vision d'établissement de la direction générale, et puis, très important, par une vision terrain, au travers des unités qui vont s'engager dans des démarches de type unité durable, avec l'accompagnement derrière du COPIL, notamment développement durable. Alors, on a des actions, on a des choses positives, notamment sur la projection dans notre futur hôpital, puisque le futur hôpital, on aura un certain nombre d'éléments avec des panneaux photovoltaïques, on aura des puits de géothermie, et avec un objectif d'une réduction de 30% de consommation d'énergie par rapport à l'hôpital actuel. Mais on a aussi plein d'autres actions qui ont déjà
eu lieu, notamment autour des enjeux de déchets, de ressources, de recyclage, avec la recyclerie qu'il y a sur le pôle biologie, l'engagement des blocs opératoires autour des green blocs, on a les petits doudous, on pourra en reparler, enfin, toutes ces initiatives extrêmement importantes. On a la dialyse qui a beaucoup réfléchi autour de la dialyse verte. On a les maternités. Notre maternité s'est engagée au niveau de la région pour réfléchir à des axes de santé environnementale. Donc vraiment, beaucoup d'engagement des équipes, sans oublier l'axe recherche, avec de la recherche autour du lien entre les impacts des facteurs environnementaux et la santé, mais également des recherches qui vont tendre à ce que le soin soit moins impactant sur l'environnement. Un petit focus rapide pour terminer, hein, prescrire avec soin, ça c'est un point et un axe extrêmement important puisque aujourd'hui le secteur médicament et dispositif médical, ce sont les deux secteurs les plus générateurs de gaz à effet de serre dans les établissements de santé. Et on estime qu'il y a un certain nombre d'actes et de prescriptions qui probablement sont non justifiés ou ont peu de bénéfices pour le patient. Donc aujourd'hui, ces démarches-là, elles sont engagées avec les équipes, notamment au niveau de la pharmacie, sur les enjeux de déprescription. Il y a également tous les enjeux de prescription non médicamenteuse et d'intervention non médicamenteuse. Et tout ça, ça doit tendre à améliorer la qualité, la sécurité des soins avec une réduction des coûts, une réduction des déchets. Et donc, on voit bien que là, on est pleinement dans des démarches de type développement durable qui remplissent les trois piliers. Les mobilités, très rapidement, eh bien, effectivement, on a les mobilités. L'idéal, c'est les mobilités douces, hein, et le vélo, avec tous les avantages qu'on peut trouver au vélo sur notre propre santé et donc tout cet impact bénéfique sur notre environnement. Bien sûr, il y a les transports en commun qui sont là aussi. Et puis, quand on n'a pas le choix, eh bien, il y a des initiatives qui sont développées autour du covoiturage, je crois, avec Naolib. Mais ça, l'équipe mobilité pourra en parler plus facilement. Mais donc voilà, chacun peut agir là, à ce niveau-là. Et puis, vous rappelez aussi que le CHU de Nantes est labellisé lieu de santé promoteur de santé. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et ça nous engage. Ça nous engage en fait à agir pour la santé des individus avant le besoin de soins, même si l'hôpital, une de ses missions, sa mission première, c'est le soin. Eh bien, il faut qu'on puisse avoir une réflexion autour de cette santé des individus avec une approche préventive et de pouvoir appliquer le juste soin. Et ça, c'est un bénéfice évidemment à la fois sur la pression des services de santé, mais aussi sur la pression de nos écosystèmes naturels. Et donc, il faut toujours réfléchir aujourd'hui à ces co-bénéfices. On a une chance, c'est que souvent les bénéfices pour la santé humaine peuvent être un co-bénéfice pour l'environnement et vice-versa. Pour finir, bien, 30 minutes, c'est assez court, il faut aller vite. Donc, je n'ai pas pu aborder tous les secteurs et en plus, je suis loin d'être un spécialiste de tous ces secteurs. Mais en tout cas, je crois que chacun peut s'engager en fonction de son appétence, de son domaine de compétences. Et donc, on a des enjeux autour du développement durable, tel qu'on l'entend plus classiquement, sur l'énergie, les bâtiments, sur le numérique durable, sur les ressources, la gestion des déchets. Et puis, on a des secteurs qui vont à la fois coupler les enjeux environnement et de santé de manière un peu plus marquée, comme l'alimentation durable, avec des repas un peu moins carnés, qui présentent un intérêt pour la santé, mais également pour l'environnement. Les mobilités, on vient d'en parler. Et puis des enjeux de prévention, de formation, de recherche, d'innovation. Je pense qu'on a un champ extraordinaire sur l'innovation autour de ces enjeux de transition écologique. Et enfin, un enjeu très important autour de l'éco-conception des soins, des éco-parcours, où là, on peut repenser dans les différents secteurs des parcours qui vont être bénéfiques aux patients et également qui vont tenir compte de ces enjeux environnementaux. Et je vous remercie pour votre écoute attentive. Merci beaucoup, David. Donc, on a fait un tour à 180 autour de la thématique santé durable. J'espère que
vous avez appris des choses et peut-être que ça suscite chez vous des questions, des observations. Il nous reste un petit quart d'heure, entre 10 minutes, 13 minutes exactement, pour pouvoir échanger ensemble. Est-ce que on peut prendre un certain nombre de questions? Je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivées par écrit, sinon je vous propose qu'on fonctionne par oral, comme on ferait ça sur une réunion Zoom. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors, au niveau du chat, on voit qu'on a 12 messages. Je ne sais pas si c'était plus de son, plus d'image. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de vous être connectés aujourd'hui et pour échanger. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. On vous laisse la parole, Monsieur Gallo, Madame Gallo, Géraldine. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je suis responsable d'un service qu'on appelle le Centre de ressources biologiques, le CRB, et on a, dans le cadre d'une démarche de certification, on doit réfléchir justement à notre impact, notamment en dégagement de CO2, parce que nous, on a énormément de congélateurs, moins 80 degrés, et on sait qu'on génère énormément d'émissions. Et je voulais savoir si on pouvait être, dans le cadre de vos réflexions institutionnelles, si la responsable qualité du service pouvait avoir un contact pour pouvoir être accompagnée dans notre réflexion. Voilà. Bien sûr. Oui, effectivement, pour ce type de questions, le premier contact en termes de mail, c'est la BP Développement Durable, que vous retrouvez en tapant bp-dev-durable @chu-nantes.fr. Donc, c'est lu au niveau de l'ingénieur référente sur le sujet. Et puis ensuite, ça nous permet de vous mettre en lien avec les bonnes personnes sur ce type de thématique. Très bien, merci beaucoup. Ça répond à votre question? Oui, merci. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'en dehors de Madame Gallo, il y a d'autres questions? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la page développement durable du CHU, sur l'intranet. Vous aurez aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, pas mal de ressources et d'informations sur ce qui se fait au niveau du développement durable à partir de cette page. Vous pouvez aussi trouver de l'information sur tout ce qui est santé-environnement et sur la prévention autour de la page du Hall Santé, qui est aussi une ressource importante pour aller plus loin. On organise également avec le Hall Santé des ateliers Planelsphère. C'est des ateliers collaboratifs d'intelligence collective pour sensibiliser au lien entre santé et environnement et pour bien identifier en fait les impacts évoqués par David lors de sa présentation. On va prochainement, à partir de 2025, ouvrir des sessions sur si certains services souhaitent avancer sur la thématique ou si à titre personnel, enfin professionnel, comme par exemple Madame Gallo, vous avez une responsabilité sur ces sujets, on peut vous accompagner sur ces sensibilisations. Alors, je vois qu'il y a monsieur ou madame Elani qui souhaite intervenir. On vous écoute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. En fait, alors j'ai une question, je vais essayer de la formuler clairement parce que c'est pas toujours évident, mais d'après ce que j'ai vu dans votre présentation, enfin vos présentations, vous avez abordé l'impact en fait du réchauffement climatique, des problématiques de destruction de la biodiversité sur la santé humaine. Vous avez parlé de l'impact du CHU en termes de déchets, en termes d'émissions de CO2, etc. Voilà l'impact que ça a sur le réchauffement climatique. Et vous avez parlé des différents axes de travail, des pistes en fait pour que le CHU s'adapte, diminue ses émissions de carbone, ses déchets, etc.
Mais est-ce qu'il y a des projets, des pistes sur l'adaptation en fait du CHU à toutes ces voilà, on a vu qu'il y a une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, augmentation des hospitalisations des asthmatiques, etc. En fait, on a l'impression quand même que on va faire face à une augmentation d'énormément de problèmes de santé. Et est-ce que le CHU, voilà, est-ce qu'il y a des axes de travail pour s'adapter à l'augmentation de la prévalence, l'augmentation des maladies voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une question assez précise. C'est extrêmement clair et je dirais que c'est des questions qui sont toujours présentes puisque, à ma connaissance, c'est vraiment des réflexions qui sont en train de s'engager de manière globale. Hein, enfin, le CHU de Nantes n'est pas le seul à se poser ces questions-là et globalement, les CHU en France sont à peu près au même niveau de réflexion les uns les autres. Oui, il doit y avoir des réflexions sur ces adaptations, d'anticiper effectivement l'augmentation de ces pathologies et je dirais de manière globale, sans rentrer dans le détail, il faut que ces réflexions elles se fassent aussi avec le territoire. Donc très clairement, il faut engager un travail aussi avec la métropole. Pour ne prendre qu'un exemple autour de ces enjeux de vagues de chaleur, il y a évidemment tout l'urbanisme favorable à la santé, il va y avoir le travail sur les îlots de chaleur, sur la possibilité que les personnes puissent aller se promener dans des espaces un petit peu plus frais. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, il y a à la fois, voilà, il y a des adaptations, je dirais, de manière globale sur le territoire. Après, j'ai moins d'éléments et je laisse la parole à Ségolène sur la partie adaptation de manière organisationnelle face à ces enjeux et ces pathologies qui augmentent. Mais oui, il va falloir y réfléchir. On est d'accord. Après, effectivement, ce sont des réflexions qui existent au niveau médical et qui se réfléchissent discipline par discipline. Il y a aussi, comme l'évoquait David, une part importante, on en a conscience sur la partie innovation-recherche. Et ça, c'est quelque chose qui se construit aujourd'hui dans le cadre aussi du futur quartier santé, qui est dans lequel il y aura le nouveau CHU. Il y aura des incubateurs autour de cette réflexion santé-environnement. C'est une des pistes stratégiques hein, pour le CHU. Et après, très concrètement, sur l'offre de soins en santé du quotidien, j'ai envie de dire, à ce stade, ça se fait discipline par discipline. Donc, j'ai un peu de mal à vous répondre sur la partie purement cardiologique ou sur la partie purement pneumologique. Mais c'est vrai que vous faites bien de le souligner et c'est des liens qu'on peut faire et d'autres webinaires qu'on peut proposer sur l'année qui s'ouvre, puisqu'on prévoit d'en faire un par trimestre. Donc, on peut prévoir d'évoquer ces thématiques-là avec les spécialistes de la question si ça vous intéresse. Et je compléterai juste un point sur cette notion d'adaptation. Elle commence aussi par la formation des professionnels de santé et notamment au niveau de la faculté de médecine. Aujourd'hui, il y a un enseignement autour de santé-environnement pour la prise de conscience et il y a un enjeu à ce qu'on puisse penser santé-environnement de manière transversale dans l'ensemble des disciplines. Ça fait pour moi partie de l'adaptation pour les années à venir. Je rebondis encore sur la partie SSE, situation sanitaire exceptionnelle. Comme l'expliquait David, on doit aujourd'hui adapter le système de santé, le rendre plus robuste, l'hôpital, pour faire face aux différentes crises, mais aussi aux nouveaux profils et nouveaux besoins en santé qui vont avec l'évolution climatique. Et donc, c'est des choses qui sont pensées au niveau du groupe SSE et la direction de la qualité gestion des risques. Ça fait partie du sujet et notamment l'adaptation aussi autour du risque REB, les virus émergents qui vont de plus en plus avec les fameuses zoonoses et arriver sur notre territoire. Donc, on s'adapte aujourd'hui à l'arrivée
de ces nouvelles pathologies, notamment en maladies infectieuses. À titre d'exemple, on a installé 5 chambres à pression négative au mois de mai pour être en capacité d'accueillir des patients qui arriveraient avec des pathologies de ce type à l'hôpital avant de pouvoir les réadresser rapidement vers des centres de référence. Mais effectivement, ça illustre ce qui se met en place progressivement pour s'adapter. Est-ce qu'on a une dernière question? Alors, c'est du très pratico-pratique. Je vois sur le chat, on nous demande si on peut rendre accessible le PowerPoint. Oui, évidemment, je pense que ça pose pas de problème. On le mettra également comme le webinaire en accès sur la page intranet développement durable. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'être connectés ce midi. Un grand merci aussi à David d'avoir pris du temps pour partager ce concept de santé durable dans un exercice pas si facile, résumer tout ça en 30 minutes. Vous l'aurez compris, et si vous êtes prêts à vous reconnecter la prochaine fois, on vous proposera d'autres webinaires de ce type, une fois par trimestre sur l'année qu'on ouvre aujourd'hui sur ces semaines du développement durable. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont engagés pour permettre la réalisation de ce séminaire. Donc à José Pina-Pierresque aux commandes techniques qui nous a bien aidé ce midi, à Nathalie Catoire qui a œuvré autour de la logistique et de l'organisation de ce webinaire, et puis à Bérangère Barrault aussi qui s'est rendue disponible en un temps record. Merci beaucoup et puis bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.